D'ici avril, de lancer ensuite les appels d'offres pour retenir le concessionnaire d'ici la rentrée, avec, si tout se passe bien dans les appels d'offres, un lancement des travaux au dernier semestre 2019 pour une livraison à l'été 2021 de l'équipement. Donc voilà, on a un planning qui est assez large, nous espérons aller plus rapidement évidemment, mais en tout cas on est raisonnable, réaliste, en fonction des contraintes qui sont celles des marchés publics, et aussi du temps des travaux, que ça se fasse aussi correctement, pour qu'on n'ait pas de surprise. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le recours à la gestion déléguée, qui, comme je l'entends, n'est pas une privatisation, mais de déléguer la gestion d'un service public par un tiers. Ça existe dans le domaine, sur d'autres collectivités pour la petite enfance, ça existe pour l'eau, ça existe pour les transports, ça existe pour la gestion d'autres équipements sportifs. Donc c'est quelque chose qui a fait son temps, j'allais dire. Le modèle concessif est un modèle qui est sécurisant pour les collectivités, avantageux aussi financièrement, puisque ça ne permet pas de mettre, je veux dire, la totalité de l'investissement dès le départ, mais de lisser dans le temps et de faire porter surtout les risques d'exploitation sur le futur exploitant, donc il devrait être aussi dans une démarche vertueuse, mais ce qui n'exclut pas le contrôle, évidemment, du délégataire, et de répondre à nos objectifs sociaux, d'accueil du public qu'on souhaite avoir accueillir, de nos scolaires, de nos associations, de nos clubs sportifs. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais d'une manière générale, on a souhaité aussi avec les 3 villes que le futur équipement réponde à des besoins qui soient pas ceux des années 70, évidemment, qui soient en priorité de répondre à l'offre scolaire. Je rappelle que la piscine actuelle, c'est 175 000 entrées, c'est 40 000 entrées de scolaires, à peu près 19 000 de Morpart, 11 000 d'Élancourt, 6 000 de Coignères, sans compter les collèges et les lycées. Donc l'objectif premier, c'est de répondre déjà à l'accueil de ces populations-là, puisque en plus, ça fait partie du cursus scolaire. C'est de répondre également aux besoins associatifs et de nos clubs sportifs. C'est d'assurer aussi, on l'a voulu, c'est d'avoir aussi un équipement qui soit plus destiné aux familles, plus destiné également à la remise en forme, au bien-être, à la santé. On s'aperçoit également qu'il faut faire venir des jeunes couples sur nos villes, mais aussi, chez Rouen, on a une population vieillissante sur le territoire, et sur le territoire de 50 ans d'Yvelines, puisqu'on a 23% de population qui a plus de 62 ans. Et donc il faut aussi qu'on réponde à cette population qui en a besoin au travers d'un service que le futur équipement devra leur proposer. Ensuite, nous avons également comme volonté des 3 villes et auprès du futur délégataire, c'est la volonté d'avoir une ouverture plus importante qu'avant. Nous souhaitons avoir une ouverture 7 jours sur 7, je n'allais pas dire 24 heures sur 24, mais en tout cas 7 jours sur 7, et aussi des amplitudes horaires plus importantes, parce que non seulement ça permet aussi de répondre à des phénomènes de société qui sont les nôtres, avec beaucoup plus de familles monoparentales, des familles aussi qui terminent tard le travail, etc. Et donc il faut aussi qu'on assure, comme ça se fait dans d'autres équipements aquatiques, la volonté d'ouvrir l'équipement de manière plus large pour accueillir tous les publics concernés. Et comme je l'ai dit, c'est une attention particulière qui devra être apportée à la politique tarifaire. C'est un fantasme et c'est faux de croire que parce que nous passons en gestion déléguée, le coût d'entrée sera plus cher que si on était en régie en régie, donc sur le budget communal. À la différence, si vous souhaitez bien comprendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la piscine actuelle c'était 1,2 million d'euros de fonctionnement, 700 000 euros de déficit, donc à peu près 400 000 euros de recettes. Ces 700 000 euros de déficit étaient portés par le budget de fonctionnement de la ville, sur le budget de fonctionnement de la ville. Dans le cadre du recours d'une délégation à un délégataire, le déficit sera porté entièrement par le délégataire, et les collectivités, elles, verseront une compensation de suggestion de service public auprès de ce délégataire. Donc c'est un montage juridico-financier différent, mais qui n'est pas sans incidence parce que
d'autant plus positive, parce que nous souhaitons éviter également les écueils du passé, c'est-à-dire de se retrouver avec un équipement qui ne serait pas en état au bout de 25 ans, alors que là, avec un concessionnaire, il a l'obligation contractuelle d'entretenir et de rénover le bâtiment. Si ça avait été en régie, l'écueil, c'est comme c'est sur le budget d'investissement de la collectivité, et comme nous avons d'autres équipements rénovés, il se peut que dans des arbitrages politiques, la collectivité, à un moment donné, se dise bah, nous préférons plutôt rénover tel équipement plutôt que le centre aquatique. Et donc on peut glisser dans le temps aussi sur la rénovation bâtimentaire de cet équipement. Et donc nous ne souhaitons pas avoir ce type de gestion. Nous préférons plutôt le contractualiser avec un partenaire dont c'est la fonction et la mission que de faire nous-mêmes. C'est aussi un gage positif pour l'avenir et pour le futur bâtiment qui sera construit en lieu et place de l'ancien. Voilà, donc je pense avoir été synthétique sur la commission consultative des services publics locaux, le recours à la gestion déléguée. Vous avez dans le détail, évidemment, et on peut revenir dans vos questions sur le dossier de l'ensemble des modes de gestion possibles. En tout cas, c'est le choix que nous faisons avec Poignères et Elancourt, de recourir à un montage processif qui est en même temps le plus avantageux dans la période dans laquelle on est, financière, qui permet de reconstruire l'équipement, de le livrer dans des temps qui sont assez raisonnables, et aussi de ne pas peser sur nos dépenses de fonctionnement et d'investissement, comme ça pourrait être le cas sur une régie. Alors évidemment, il y a des inconvénients, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des inconvénients qu'il faut évidemment être très attentif, c'est le contrôle du délégataire, c'est la politique tarifaire, c'est le fait d'avoir une prime d'intéressement des futurs bénéfices qui pourraient être réalisés par le délégataire, des investissements, etc. Et un engagement évidemment qui est long, 25 ans, mais les équipements actuels qui sont construits ont une durée de vie quand même de 30 ou 35 ans, voire plus aujourd'hui, puisque l'objectif c'est aussi de choisir des matériaux qui soient beaucoup plus pérennes dans le temps. Je pense par exemple, on n'en est pas là, mais on verra avec l'AMO sur le choix par exemple des bassins d'inox, où vous avez plus ces problèmes d'étanchéité, de fuite, etc. Avec toutes les piscines que nous avons visitées maintenant aux alentours, c'est ce qui se fait un peu partout. Deux exemples de collectivités qui sont passées en modèle concessif, Sartrouville, Aubergenville. On a pris contact avec elles, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci particulier et les tarifs sont pour le moins assez avantageux par rapport à ce qui se faisait aujourd'hui chez nous. Donc voilà, c'est vraiment une négociation qu'on aura avec le futur délégataire dans le cadre des appels d'offres que nous allons lancer. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? À l'attaque. Monsieur Veguet, allez-y. J'ai lu avec beaucoup d'attention le dossier qui a été présenté, et, enfin, parce que j'étais en commission la semaine dernière. Effectivement, il y a une partie de la dimension que je n'avais pas vue, et notamment par rapport à cette concession. J'étais resté sur la notion de partenariat public-privé, effectivement, qui peut avoir un certain nombre de contraintes et de risques dans le futur, parce qu'en fait, ça reste une location un peu, je dirais, vitam aeternam. Là, on est quand même dans un contexte un peu différent. La chose qui m'a chiffonné quand j'ai lu ce rapport, c'est le fait qu'on ferme directement la porte sur l'aspect régie. C'est-à-dire que nous, enfin, à l'époque, on avait fait une petite étude de rénovation de la piscine. Alors, effectivement, j'ai bien entendu la problématique d'investissement. Nous, on avait fait une petite étude donc, pour la remise en état de la piscine. C'est-à-dire pas une reconstruction complète, mais au moins en quasi-totalité, c'est-à-dire avec reprise des bassins, toute la partie équipement technique, enlever la couverture, refaire la couverture, etc. Donc on arrivait à peu près autour de 6-7 millions d'euros. En faisant la projection sur 25 ans, ça fait à peu près autour de 300 cas annuels. Et nous, on trouvait que 300 cas annuels, ce n'était pas quelque chose de prohibitif. Par rapport au budget de Maurepas, on n'est pas sur des niveaux d'endettement très, très, très importants, qui fait que justement, ça permettait de garder la main. L'autre problématique, enfin, moi je vous donne mon ressenti personnel par rapport à la concession. Donc, nous sommes élus. Pour moi, dans la responsabilité d'élu, il y a la notion, on porte aussi une notion de, je
dirais, de bien commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'aspect les Maurepaziens vont à la piscine qui est très bien, mais il y a aussi un aspect purement économique, et donc en déléguant cette gestion-là, on va déléguer l'ensemble du marché public à un tiers. Et du coup, on va perdre un petit peu la main, notamment sur un certain nombre de choses. Je vais prendre un exemple, puisqu'on a la possibilité de le faire en marché public. C'est par exemple faire du lotissement pour pouvoir permettre à un certain nombre d'entreprises de taille moyenne d'accéder au marché public, alors que là, finalement, on va complètement verrouiller le projet, et donc ces entreprises-là n'auront plus accès à ce projet-là. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus intervenir, on pourra peut-être éventuellement suggérer, en disant aux concessionnaires, ça serait bien de réserver un petit peu une part du marché, je ne sais pas quoi, pour les entreprises d'insertion, voilà, mais du coup, on ne peut plus intervenir en direct. Et donc, ça veut dire que la puissance publique, que nous représentons, finalement, va perdre la main sur cet aspect de marché. L'autre risque, alors j'ai pas tous les chiffres, donc j'ai fait ça au crayon mouillé, c'est que finalement, la quote-part, puisqu'on a vu que les niveaux d'investissement ne sont pas si énormes que ça, enfin, ça peut paraître beaucoup comme ça, de faire 4-5 millions d'euros, mais par rapport à la taille d'une ville comme Maurepas, c'est pas si important. Et donc, il y a un risque non négligeable que la part de subvention de l'autorité, enfin, c'est-à-dire de la mairie, soit la majorité du chiffre d'affaires, et donc du coup, ça met un peu à mal la notion de prise de risque financier, dans la mesure où il n'y en a plus. C'est-à-dire que si c'est une activité qui est subventionnée en grande partie, on gomme cette notion de risque financier, et finalement ça revient à payer un tiers pour qu'il fasse une mission de service public. Voilà. Donc ça, c'était mes remarques à chaud sur ce que j'ai lu et entendu. Voilà. Et donc moi, je souhaitais justement vous entendre sur ces quelques points que j'ai oubliés. Alors, le premier, vous évoquez un chiffrage de 6 ou 7 millions pour une réhabilitation que vous avez annoncée. Écoutez, alors on a découvert par hasard l'audit de 2009, mais on n'a pas découvert une étude de faisabilité sur une réhabilitation du fuseau d'équipement. Ou alors il faut nous dire où est planqué le dossier, qu'on en découvre encore un peu tous les jours, mais en tout cas nous n'avons jamais eu connaissance dans les services d'un projet de réhabilitation de cet équipement. Ça c'est le premièrement. Nous avons fait le choix, alors on peut dire ce qu'on veut, on peut dire qu'une réhabilitation ça coûte 10 millions, ça coûte 15 millions, ça coûte 6 millions, Nous avons fait le choix de faire un pari sur l'avenir. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas partir sur un équipement de 1972 qui n'est plus aux normes depuis 1981, qui a des problèmes structurels, au même titre d'ailleurs de ce que vous avez fait pour le café de la plage. Le café de la plage, vous avez souhaité plutôt raser et reconstruire un équipement tout neuf. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas réhabilité? Parce que vous avez estimé que c'était peut-être plus économiquement avantageux de détruire et de reconstruire un équipement tout neuf adapté aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Ben, nous faisons la même chose. Nous faisons la même chose. De plus, sur un équipement tout neuf, on a la possibilité d'avoir des subventions supplémentaires. Parce que dans la démarche écologique que nous allons avoir sur le projet, où nous souhaitons être en termes d'environnement aussi précurseurs sur le bâtiment, nous aurons la possibilité, dans un montage de dossier qui risque d'être complexe, mais nous allons nous y lancer, ce sera le travail de l'AMO, d'avoir des subventions de l'Europe. Ce qu'on n'aurait pas pu avoir dans une réhabilitation, sur un équipement tel que celui-là. Donc voilà, on a fait ce choix. Je peux comprendre qu'il peut y avoir un débat sur la réhabilitation par l'habitation. Nous, on souhaite partir sur un bâtiment où on n'aura pas de problème, ou en tout cas moins de problèmes qu'avec une réhabilitation. D'ailleurs, un certain nombre d'experts nous ont dit que, bien sûr qu'on peut réhabiliter cet équipement, avec des coûts importants, et aussi avec des surprises. Parce qu'on n'est pas à l'abri également de remises aux normes plus importantes, de configuration également technique qu'on n'aurait pas vu venir, etc. Alors que là, vous repartez de zéro en gardant les trous et au même endroit. Donc voilà, on a fait ce choix, qui est un choix unanime auprès des collectivités, pour les raisons que je viens de vous indiquer. Après, pour le montage concessif, comme je l'ai dit, il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Comme dans tous les modes de gestion. Je vous l'ai dit pour la régie, aujourd'hui, une grande partie du résultat d'exploitation des centres aquatiques sont réalisés par la partie bien-être, ce qu'on appelle wellness,
la partie remise en forme, aquabike, etc. C'est pas la mission d'une collectivité. C'est pas la mission du maire et des élus, au travers de ses agents, d'aller gérer ce type d'activité. Nous souhaitons recourir plutôt à un partenaire que l'on a contrôlé, qui est fait pour cela. Parce qu'il est dans une logique qui est la sienne, et on aura ses compétences. Une logique commerciale, tout à fait, qui a ses compétences. C'est pas pour nous, c'est un modèle, la régie, qui n'est plus adaptée à ce type d'équipement. Ça peut se concevoir sur d'autres services publics, bien sûr. Mais sur celui-ci, par rapport aux besoins qui sont aujourd'hui annoncés par rapport à ceux des années 70, on préfère recourir à ce mode de délégation. Si on avait pu financièrement financer l'équipement sur nos budgets propres, mais d'évacuer pendant des années la rénovation, la restructuration d'autres équipements, je parle des écoles, les gymnases, etc. On serait passé par une délégation de services publics, comme on l'a fait par exemple pour la CEBON, pour la restauration scolaire. On serait passé par un partenaire qui nous aurait aussi géré l'équipement, comme à Saint-Cyr-l'École où ils renvoient leur délégation, comme celle qui est à Chartres, etc. Ils sont passés par une délégation de services publics. Je vous assure, il faut aller les rencontrer. Pourquoi ils ont fait ce choix? Parce qu'aujourd'hui, les besoins ont totalement changé, que ce n'est pas une collectivité d'aller recruter du personnel en charge d'activités commerciales qui assurent la rentabilité de l'équipement. Nous, ce qu'on veut, la priorité, c'est d'assurer l'accueil des scolaires, des associations, des clubs et avoir une politique tarifaire accessible. Ensuite, et dernier point, sur la possibilité de faire travailler les entreprises du secteur, etc., ça, on peut mettre des clauses d'insertion. Dans le cahier des charges qu'on va lancer, l'appel d'offres de concession, on pourra mettre des clauses d'insertion pour, dans la limite évidemment des réglementations européennes, vous savez, pour permettre à des entreprises locales ou aux environs. Voilà. Erwan. Justement, monsieur le maire, j'ai pas bien compris le sens de votre question sur l'insertion. Parce que sur les clauses d'insertion, il faut être très clair, c'est réglementé. Or, on s'aperçoit aussi que d'aller dans du privé direct, discuter avec eux, en passant par des structures, non pas municipales, mais des structures existantes que vous connaissez, et d'aller négocier un certain nombre de salariés qui viennent du sérail local, en disant est-ce que vous pouvez les prendre, et on n'est pas forcément dans le RSA, on est dans autre chose, et bien là, il n'y a plus de normes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de quotas. C'est pas les normes, c'est des quotas, il n'y a plus de quotas. Donc c'est plus simple. Bon. Par exemple, à Plaisir, une structure que je connais très bien, est en train de négocier 1 million d'heures par rapport aux nouveaux nouvelles actes qui sont en train de se construire. 1 million d'heures. Mais si on passe par un appel structuré administratif, on aura un quota plafonné. Voilà. Donc c'est aussi un avantage. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces SPL? Donc, sachez que dans ce modèle-là, je vous l'ai dit, qui est avantageux pour les collectivités, il y aura un rapport annuel du délégataire, du futur délégataire en commission consultative des publics locaux. Ce sera ensuite débattu au conseil municipal. Les comptes rendus, évidemment, sont publics. Et l'objectif, c'est de faire les choses correctement avec le futur délégataire pour assurer la construction, l'exploitation, la maintenance. Ça, c'est important aussi, la maintenance du futur équipement aquatique. Très bien. Donc nous prenons acte. Il faut pas un vote. Très bien. Alors, pardonnez-moi, M. Chapard, allez-y. C'est pas une question, c'est une déclaration pour l'explication de vote. Donc ce soir, finalement, nous devrions tous nous réjouir. Il y a une perspective pour une piscine, un centre nautique à l'avenir à Maurepas, surtout avec la participation des communes telle qu'elle est apparue ici, Maurepas conservant dans l'organisation la majorité absolue. En fait, dans ce que vous venez de nous proposer, on ne peut qu'être inquiet pour l'avenir. On va vous présenter les choses sous le bel aspect. Georges Bellief a posé des questions qui suscitent quand même quelques inquiétudes. Je voudrais quand même rappeler une chose. C'est qu'il y a 3 ans, nous avons proposé une commission de travail sur l'avenir de la piscine. Vous avez instantanément refusé.
C'était vraiment l'occasion qu'il y ait le débat interférent sur l'agglomération ou pas, d'ailleurs peu importe, et avec les autres communes, d'ailleurs peu importe, nous avions le droit de travailler. En fait, vous ne voulez pas que nous travaillions sur ces dossiers. Nous avons proposé des crédits pour permettre une réouverture, même temporaire, de cette piscine, évitant les difficultés que vous aviez pointées à l'époque. Refus. Nous avons proposé une enveloppe de crédit plus conséquente pour un début de réhabilitation. Refus. Ça veut dire que déjà à l'époque, vous aviez, c'est un peu ce que vous dites, fait le choix, sans en parler, d'une autre voie que celle de la maîtrise publique. Dans cette commission de travail, nous aurions pu visiter et échanger avec des exemples comme Sartrouville ou Berchamville ou d'autres. Parce que tout à l'heure, je vous en citerai d'autres, qui ne vont pas tout à fait dans le même sens. Refus. Refus. Je vais passer rapidement sur l'épisode des intérêts communautaires. Simplement, je vous rappelle qu'au mois de mai 2017, je me suis retrouvé à la communauté d'agglomération, au conseil communautaire, seul, sur 75, à défendre l'intérêt communautaire de la piscine de Maurepas. Je me suis retrouvé seul parce que vous l'avez retiré. Vous avez voté contre? Je n'ai pas voté contre. D'ailleurs, vous vous trompez dans les majorités absolues. C'est une majorité de 2 tiers et pas de 3/5. Qualifié, Denis. Bon, et vous ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. On vous a écouté d'une manière religieuse. Alors maintenant, vous ne m'interrompez pas. Allez-y. Je rappelle que je n'ai absolument pas voté contre l'intérêt communautaire. J'étais le seul à le défendre. Même vous ne l'avez pas défendu. Même vous, monsieur Garatier, vous ne l'avez pas défendu. Et si vous l'aviez défendu, vous auriez peut-être eu des surprises sur le vote de vos amis Vous politiques. sortirez ma déclaration. Votre déclaration après que vous avez enlevé l'intérêt communautaire, et pas avant. Il ne faut pas inverser l'ordre des choses. Enfin, je rappelle quand même, ces faits, ils sont contrôlables. Et aujourd'hui, après toute cette perte de temps, on a l'impression d'être devant des réactions de panique et de précipitation. Bien entendu, l'échéance de 2020 approchant, vous ne pouvez pas arriver dans la situation d'aujourd'hui à l'échéance de 2020. Ça, on peut le deviner. Et d'ailleurs, vous êtes tellement sûr de vous que ça veut dire que vous avez eu des contacts secrets avec un certain nombre de prestataires ou de spécialistes, et on aurait bien pu être associé à ces contacts secrets, qui ne sont pas si secrets que ça d'ailleurs, puisque j'en ai eu le vent. Je voudrais revenir sur ce qui nous est proposé et le rapport. Vous dites que ce rapport est complet. Le rapport n'est pas complet. Vous avez occulté, parce que vous avez fait un choix préalable, un certain nombre de possibilités. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais ça mérite d'être analysé. Vous ne l'avez pas fait, vous les avez évacués. Sur le plan de la procédure, ça commence très mal. Par revenir sur l'épisode de la commission des services publics locaux, qui a été convoqué à la dernière minute dans la panique, d'une manière concrète, parce que certains n'avaient pas reçu la convocation. Parce que certains n'avaient pas reçu la convocation. Un seul. On en parlera après, monsieur. On en parlera après, monsieur. Je vais pas terminer. Parce que certains n'avaient pas reçu la convocation. Voilà. Et après, on convoque la convocation des services publics à la va-vite, comme ça, du vendredi au lundi, et on espère que ceci est une procédure respectée. Eh bien non. Voilà. Je voudrais aussi avancer sur l'analyse de ce que vous nous proposez. Sur le plan juridique, c'est extrêmement fragile. Extrêmement fragile, contrairement à ce que vous dites. Et d'ailleurs, quand on lit le rapport, tout le monde n'a pas l'avantage de pouvoir le lire dans cette salle, on s'aperçoit qu'il y a des flous sur le plan juridique, qu'il y a des notions qui sont présentées d'une manière rapide, occultées, qui font abstraction d'un certain nombre de fondements juridiques en droit administratif. Donc je tiens à le dire ce soir, bien entendu, nous demanderons des vérifications auprès des autorités compétentes dans les jours qui viennent, bien entendu. Donc c'est très fragile sur le plan juridique. Georges, tout à l'heure, Georges Bellièvre, on a dit quelques mots, a fait quelques allusions. Excusez, monsieur Chopin. Je vous écoute. Il se grosse avant de rire jaune. Quant au cadrage financier, il n'y en a pas. Moi, je suis pas un peu étonné que M. Donien laisse passer ça. Mais enfin, c'est son problème, sa réputation est en jeu, c'est son problème.
il n'y a dans ce rapport aucun cadrage financier, aucun objectif. En matière de finances, ce n'est pas des propos vagues qui sont tenus, on le sait bien, c'est des propos précis, avec des chiffres, objectifs, minimum, maximum, etc. Il n'y a rien de concret. Donc sur ce plan-là, c'est aussi une faille importante du dispositif que vous proposez. Quant à l'échéancier, alors là c'est quand même superbe. La consultation, elle va déborder sur la période préélectorale. C'est quand même superbe comme propagande payée par les fonds publics. Cette exposition et tout ce que vous allez présenter devrait être pas vrai, peu importe, ça déborde sur la période préélectorale. Et nous n'avons accès à rien. À rien. C'est-à-dire que nos projets que nous présentons à la population, c'est sur nos fonds propres que nous allons les élaborer et que nous allons les présenter. Donc je tiens à souligner aussi cette petite particularité. C'est ça la vérité. Cette petite particularité, parce que là aussi, il y a un petit problème de droit. Enfin, votre discours, il est tout à fait généreux. Vous faites croire que, hormis la compensation pour les écoles, ça sera gratuit pour la collectivité. Ben non, ça ne sera pas gratuit pour la collectivité. C'est illusoire de le croire. C'est illusoire de le croire. Vous avez indiqué que l'exploitant prenait le risque de déficit. C'est écrit en toutes lettres. C'est-à-dire que la collectivité n'intervient jamais en dehors de cet aspect, on va dire, scolaire, gestion de service public. L'essentiel, c'est pour les scolaires. C'est illusoire. Vous citiez des exemples tout à l'heure. Moi, j'en ai d'autres exemples. Il y a eu des cas similaires, on va dire. C'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, de projets de centres nautiques qui était confié à un gestionnaire de telle sorte que la redevance couvrait l'emprunt. C'est eux qui investissaient dans un cas, ou dans un autre cas, le deuxième cas, qui était à peu près analogue à ce que vous avez présenté. Ce serait bien la première année, sauf qu'il y a un cas où ça n'a pas tenu la route, c'est-à-dire que le gestionnaire, qui était pourtant une société, enfin un groupe de renom, a jeté l'éponge et s'en est revenu au bout de 5 ans à la collectivité publique. Avec tout ce que ça peut comporter comme conséquence. Alors c'est une collectivité publique riche, un peu plus riche que Morpa, donc ça ne les a pas trop gênés, enfin ça les a gênés, ça c'est sûr, mais ils étaient en capacité d'absorber, mais il faut quand même le signaler. Et dans l'autre cas, c'est un contrat qui a été conduit à son terme, sauf que l'exploitant ne pouvait plus faire face à ses obligations d'entretien d'une part et de versement à la collectivité de la dotation pour couvrir l'emprunt ou de couverture de l'emprunt d'autre part, ce qui revient au même. Quelle ville, M. Chapard? Je vous le dirai en dehors de ça. Ah. Si vous aviez... Monsieur Garastier, c'est mon Genève dans les Hautes-Alpes, monsieur Garastier. Quand vous pouvez y aller, c'est un de vos collègues politiques qui le gère. Saint-Cyr. Voilà, dans la salle, s'il y avait une commission de travail il y a 3 ans, on n'en serait pas à se balancer des mots tels que le vôtre. Vous avez mis en commission consultative. Non, monsieur, vous n'avez pas parlé de ça et c'est pas la va-vite qu'on convoque une commission consultative sur des sujets aussi importants du vendredi pour le lundi. Je suis désolé, nous ne sommes pas forcément à vos ordres sur un claquement de doigts de monsieur Garastier. Allez-y, terminez. Parce que vous aviez prévu les choses avant avec monsieur Roy. Mais vous me permettez, s'il vous plaît? Vous permettez là? Allez-y. Mais vous m'avez interrompu en permanence. Allez-y. Je trouve que vous n'êtes pas sûr de vous. Non, c'est des bêtises. Donc ce que vous proposez est risqué et illusoire sur le plan financier. C'est donc pour cette raison que, évidemment, ce soir, nous ne suivrons dans aucune des 3 délibérations qui vous sont proposées, qui sont abusives, qui sont aventureuses, et qui, en fin de compte, telles que votre politique sous certains autres aspects, sont dangereuses pour l'avenir de la commune de Morpa. Je vous remercie de votre attention, même si vous m'avez interrompu.